sujet, ce qui s'y passe. Dans la phénoménologie, c'est encore différent, puisqu'il y a à la fois l'histoire du sujet, là on trouve un cas où on a les deux qui s'entremêlent, l'histoire d'un sujet avec son corps, là le corps est très important, puisque là aussi, hein, c'est assez bizarre comment on se déplace dans les modèles. La psychanalyse, à part quelques auteurs comme Grodek, Rosolato et d'autres, il y a très peu de choses autour du corps. Hein. Ça arrivait beaucoup plus tard, dans les années 70-80. Mais au début, dans la première période, il n'y a presque rien. En sémiotique, alors là, bon, à part si on fait une sémiologie des gestes, s'il n'y a pas un travail vraiment sur le corps, c'est assez curieux d'ailleurs aussi. Enfin, il y a une sémiologie de la danse, il y a une sémiologie mais c'est pas compliqué. La danse réduite au signe. Ça, à skills. Alors que dans la phénoménologie, il y a cette idée que le sujet, c'est celui qui est donc avec son corps, avec ses sensations, ses affects, et aussi un sujet intellectuel. Hein. Donc il y a pas forcément un passage par la psychanalyse, hein, là, ce qui est assez frappant aussi dans ce genre de juxtaposition, de généalogie, c'est que depuis toujours, la phénoménologie, enfin la phénoménologie, c'est-à-dire début du XXe siècle, avec Husserl, c'est assez récent, s'intéresser depuis toujours au corps, à l'expérience, aux affects, au lien entre le corps et l'esprit, sans passer par la psychanalyse. Donc on peut très bien parler de l'affect et de l'émotion sans passer par la psychanalyse de l'inconscient. Et donc là, il y a bien cette idée qu'on va découvrir un nouveau sujet, c'est ce que pensaient Merleau-Ponty, Sartre et d'autres, et que ce sujet-là est quelqu'un qui est déterminé par son corps et par la relation au monde, et que donc, bon, c'est la fameuse phrase de Merleau-Ponty qui dit, c'est dans l'esprit, où il dit, enfin entre autres, où il dit je suis fait de la même étoffe que le monde, ma chair c'est comme le monde, je ne suis pas discernable du monde, je suis dans ce monde, j'en fais partie, j'en suis une partie. Donc il y a cette idée qu'on est en quelque sorte mêlé physiquement, affectivement à ce qui nous entoure. Et donc là il y a une redéfinition du sujet qui n'était pas comme cela avant. Alors évidemment il y a des phénoménologues qui sont aussi psychanalystes et qui sont aussi sémioticiens. Donc il y a des sémioticiens qui ne sont que phénoménologues mais pas psychanalystes. Là, quand on plonge là-dedans, je vous assure, c'est assez infernal parce qu'il y a vraiment toutes les variantes possibles, imaginables, avec des guerres intellectuelles qui ont encore lieu aujourd'hui. Hein. Heureusement. Heureusement, oui, c'est des débats intellectuels normaux, courants. Parce que je dirais qu'il y a même un débat dans ce que tu dis, entre deux choses que tu dis. À la fois, tout à l'heure, tu reprochais à ces gens-là, chacun dans leur monde, de faire des systèmes qui étaient des systèmes de vérité clos et qui prétendaient tout dire. Et d'une certaine façon, tu leur reproches de ne pas en dire assez, d'avoir une vérité mais partielle seulement. C'est quand même bien ça aussi qui serait caractéristique des constructions intellectuelles en question. Qu'elles ont effectivement une espèce de champ, un secteur de façon de s'adresser au monde, de construire des objets, assez, alors peut-être avec l'ambition que dans ce secteur, effectivement, c'est un petit peu la métaphore du lampadaire et de celui qui cherche sous son... Effectivement, il y a plus de chances de trouver la clé sous l'éclairage du lampadaire que là où il n'y a pas de lumière. Et c'est un petit peu comme ça que marchent ces systèmes aussi, qui à chaque fois disposent. Et d'une certaine façon, tu as l'air de reprocher maintenant qu'elles sont trop partielles, ces vérités-là. Est-ce que tu ne les mets pas dans une contradiction? Non, c'est-à-dire qu'elles sont partielles dans la mesure où justement chacun a sa vérité. C'est ça un peu Parce que si, bon, je le dis d'ailleurs dans le texte, plus à propos de la phénoménologie, mais si la vérité est vraiment une, puisque c'est la vérité, donc elle devrait être la même pour tout le monde. S'il y a des vérités, donc la vérité ou les vérités s'effacent d'elles-mêmes. Donc c'est un peu une traduction logique qu'eux-mêmes ils font. Puisque à l'intérieur de chaque, par exemple pendant la psychanalyse encore, à l'intérieur de chaque modèle psychanalytique, Lacan est sûr de dire la vérité sur l'inconscient, mais aussi Jung, il n'y a pas du tout le même modèle, mais aussi Freud, mais aussi Klein, donc tous, dans chaque texte, hein, tous vont dire l'inconscient c'est ça, la vérité de l'inconscient c'est ça. Donc ce qui veut dire que soit il y a plusieurs inconscients, ce qui paraît un peu probable, soit le modèle d'explication de l'inconscient n'est pas adéquat au modèle dont on suppose être la vérité. Donc là il y a un petit problème. Alors ce que moi je trouve quand même positif, quand même, pour revenir à ce que je disais avant, c'est que justement, ils ont essayé de définir le sujet moderne autrement, c'est-à-dire le sujet du XXe siècle. Et ce qui est évidemment frappant pour nous, hein, d'ailleurs c'est très difficile pour nous aujourd'hui, quand on voit une œuvre d'art, évidemment, maintenant qu'on connaît par exemple ce modèle de l'inconscient, enfin cette explication plutôt anthropologique de l'être humain, de ne pas voir une œuvre, de ne pas lire un texte, enfin, c'est presque impossible, de ne pas se dire à un moment donné, bah donc il y a quelque chose d'inconscient là-dedans, qu'est-ce que je peux en savoir, même si on ne fait pas une recherche immédiate, c'est présent, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans le regard sur les œuvres, tout simplement. Alors, il y a un tout petit point que j'indique comme un préalable, et qui là demanderait un long travail et
plus violente encore aussi, c'est qu'en neurobiologie, de plus en plus, hein, c'est un terme qui arrive, c'est que les neurosciences et les sciences cognitives sont persuadées, disent-ils, mais c'est toujours le même cas, hein, je vais toujours dire la vérité, sont persuadés que l'inconscient ça n'existe pas, que c'est terminé, et que l'explication que donne Freud et les psychanalystes de l'inconscient est fausse. Hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose comme ça, mais il doit être expliqué autrement. Donc pour eux, c'est une question à évacuer qui a toujours été mal posée. Donc par exemple, on sait aussi ça, donc comment faire, quand moi je me suis attaché à ces textes sur une centaine d'années, sachant que peut-être tout ça est faux, qu'est-ce qu'on en fait de tous ces textes? Si un jour on apprend, ben non, Freud, il s'est trompé de A à Z, donc on est dans un problème après, là, qui est intéressant quand même pour les esthéticiens ou même pour nous lecteurs, qui est que ces gens, Freud y compris, ont quand même donné des interprétations des œuvres. C'est-à-dire qu'il y a un côté interprétatif, presque critique, finalement, d'une lecture d'une œuvre. Et Freud, à cet égard, est beaucoup plus fort dans les textes sur la littérature, parce que c'est ce qui s'en a rapproché le plus. Si on lit les textes sur Dostoïevski, sur Shakespeare, les choses qu'il a faites sur la littérature, ce sont des textes magnifiques de psychologie, de finesse, sans rentrer d'ailleurs dans une psychanalyse un peu lourde, il ne le fait pas, il y a des choses extraordinaires d'interprétation. Donc peut-être qu'il y a aussi cette dimension-là interprétative qui, par-delà les outils, les instruments théoriques plus ou moins complexes, difficiles à saisir, il y a une dimension qui est vraiment très intéressante pour le critique ou le lecteur ou l'amateur d'art. Alors, tu mets les neurosciences, je referai un argument peut-être un peu difficile à manier, mais quand même sur lequel j'insisterai, dans cette vision un peu catastrophiste d'une histoire qui pourrait se retourner. Je me souviens qu'un des fers de lance des neurosciences à la française, M. Jean-Pierre Changeux, est par exemple quelqu'un qui adopte vis-à-vis de l'art des attitudes révisionnistes, littéralement, c'est-à-dire pour qui l'art a quitté le champ humain à partir du moment où la représentation anthropocentrée a quitté, et pour lui, je l'ai lu explicitement dire qu'après